Dans le prochain extrait, on va vous parler de trois trésors, richesses forestières qu'on a dans le coin. La première, bien sûr, on parle de la vallée Bras-du-Nord. C'était notre émission numéro 9. On s'est concentré pour cette émission-là dans le secteur du Mont-Laurent, qui a été complètement transformé en parcours, bien sûr, de vélo de montagne, mais aussi dans le souci de l'environnement et de la richesse forestière qu'il y a dans ce site-là, parce qu'il y a quand même un site plus touristique, religieux, qui est plus haut. Et ça ne paraît pas du tout au niveau vélo. On a tout fait bien encadré, bien intégré. Et tout en plus, les structures sont intéressantes, sont toutes en bois. Alors, c'est intéressant de voir ça. Alors, à cet endroit-là, on avait rencontré Étienne Beaumont. On a aussi fait une belle visite à la ZEC Batica-Nelson. Ça a donné 2 émissions. C'était vraiment extraordinaire. On a eu 2 guides extraordinaires. Vous allez les voir dans le prochain reportage. Aussi, on vous présente un petit bout. Et on se doit de parler aussi de Duchesnay. On a fait le tour avec le directeur général de la station. On n'a pas été partout, mais on a fait un grand tour et c'était bien apprécié. Le directeur général a pris le temps d'être avec nous, de passer l'avant-midi, même une partie de l'après-midi avec nous. Ça a donné ça aussi 2 émissions. Alors, dans le prochain segment, vous allez voir des bouts de la vallée Bras-du-Nord, de la ZEC Batica-Nelson et de Duchesnay. Ici, dans un des sentiers de vélo de montagne, il y a eu beaucoup de développement depuis à peu près une quinzaine d'années. J'aimerais justement qu'on revienne là, sur ces étapes-là qui ont mené, parce qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup du projet de la vallée, mais on parlait aussi de tout ce qui s'appelle coopération, développement durable, tout ça. Fait que revenons au début. Comment ça a parti pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? En fait, il y a eu plusieurs initiatives en fait pour donner du corps un petit peu à ce potentiel-là récréotouristique qu'il y avait sur le territoire. La coopérative est née en 2002, alors quand même assez récent, mais on remonte là justement dans les années 80-90 où est-ce qu'il y avait une occupation du territoire au niveau des activités, c'est un petit peu plus marginal. Mais on a pensé à la rivière, en fait, qu'il y avait une activité de canot. Et il y avait certains leaders à Saint-Raymond, là, notamment la Chambre de commerce, la Corporation de développement, qui ont travaillé à mettre en œuvre quelque chose justement pour développer le tourisme à Saint-Raymond. Alors, il y a quand même plusieurs personnes qui ont fait bien des réunions pour se dire on a un très beau potentiel dans l'arrière-cour. Alors, de quelle façon on pourrait organiser ça, puis structurer ça? Et justement, l'activité de canot a été, on se souvient de Location Bédard qui faisait la location de canot sur le territoire. Il faut dire qu'à un moment donné est venu certaines problématiques de gestion peut-être. Il manquait peut-être de structure à certains niveaux, d'encadrement, une certaine vision à long terme. Justement pour assurer que les activités n'aient pas trop d'impact. Ça se passe en harmonie avec les autres citoyens, les autres personnes qui étaient sur le territoire. Ça, c'est un bout qui était important de votre développement, c'est que vous avez fait votre développement, mais toujours en tenant compte des citoyens, des gens, les propriétaires terriens qui sont autour. Oui, en fait, c'est pas compliqué. Je pense que ce développement, le développement de la vallée Bras-du-Nord n'aurait pas pu se faire, en fait, si ça n'avait pas été de ce souci-là d'harmonie. Et je dirais que ça n'a pas toujours été facile, puis ça n'a pas toujours été parfait non plus. Parce que qui dit développement, ça peut faire peur aussi. Alors au début, il a vraiment fallu concerter les gens beaucoup. Et le but de la coopérative, l'esprit au départ, c'était justement d'avoir différents types de membres pour pouvoir intégrer des membres de soutien, des résidents, des gens qui nous donnaient des droits de passage, pour leur dire, bien, vous avez un droit de parole, vous pouvez justement participer au développement à votre façon. C'est sous la dénomination Association sportive Batica-Nelson de la région de Saint-Raymond incorporée que l'organisme a été constitué en corporation, et ce, le 8 mai 1978. Situé dans la MRC de Portneuf à 65 km de Québec, la ZEC Batica-Nelson est facilement accessible aux amateurs de la nature. Que ce soit pour pratiquer la pêche, la chasse, le camping et les activités reliées au plan récréotouristique ou tout simplement la villégiature, les utilisateurs y trouveront leur compte. D'une superficie de 878 km², comptant 356 lacs, la ZEC accueille chaque année plus de 50 000 utilisateurs. Une telle fréquentation, alliée à un budget d'opération dépassant les 800 000 $ font de la ZEC Batica-Nelson l'un des plus importants organismes de ce genre au Québec.
Alors, je pense que vous le voyez ici, on est aux berges, sur les berges du lac Petit-Vatican. Vous voyez le coup d'œil qui est magnifique. On est, dans le fond, sur le site de l'ancienne base d'hydravion. Alors, Olivier, j'aimerais que tu nous parles justement. Vous avez transformé ça en hébergement. Il y a du camping, tout ça. Parle-nous de ça, toute l'offre que vous avez. Oui, dans le fond, on est ici au Petit Lac Vatican. On a 2 chalets en location. Un chalet pour 4 à 6 personnes et un chalet pour 6 à 8 personnes qui ont été rénovés. À l'intérieur, c'est très, très beau. Là. Vous pourrez voir sûrement les photos un petit peu plus loin dans le reportage. La demande est incroyable. Dans le fond, le monde qui revient souvent rappelle l'année d'après, aussitôt que les dates de location sont disponibles vers la mi-mars environ, pour relouer puis revenir. Avec les chalets, bien sûr, c'est des chalets qui sont... il y en a un ici au Petit Lac Vatican, sont au propane. L'autre était complètement à l'électricité au solaire. Dans le fond, les personnes ont des locations, ont des chaloupes qui sont attribuées pour le Petit Lac Vatican. Ils ont aussi accès à des lacs qu'on ensemence de façon régulière, soit les lacs Caribou, les lacs Stevens, où est-ce qu'ils peuvent aller pêcher en plus de leur séjour en forêt. Parce que l'AZEC en tant que tel, c'est pas... On a parlé de chasse, on a parlé de pêche, mais c'est pas juste ça, c'est beaucoup de villégiature. De plus en plus, avec les personnes, ce qu'ils veulent vivre, c'est un événement en forêt, c'est une expérience. La relaxation, hein? De la relaxation, le Petit Lac Vatican est parfait pour ça. On a une très belle plage, en parlant d'hydravion, à part des hydravions qui est très très rare, mais c'est un beau secteur pour justement le monde qui va venir en famille, qui veut le profiter. C'est un endroit qui est paisible, on est comme situé à l'écart un peu justement des chemins principaux, tout ça. Après, au Petit Lac Vatican, il y a aussi des emplacements de camping, où est-ce qu'on a des campings saisonniers, des campings mensuels et des campings journaliers. C'est grand, c'est vaste et vous faites beaucoup de choses. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse l'historique, parce qu'il y a une belle histoire qui se rattache à cette station. Tout à fait. À l'origine, la station forestière du Chêné est venue créée en 1935, spécialement pour être la première école de foresterie ici au Québec. Donc, ils se donnaient à l'époque des cours en mesurage, en garde-feu, garde forestier. Tout se passait ici. C'était on pourrait dire un micro-village qui s'est constitué dans ces années-là. Il faut le mentionner, la route principale qui s'en allait vers Saint-Raymond ou vers Sainte-Catherine, selon le cas, passait en avant de vos bâtiments. Tout à fait. La route passait comme elle est à peu près là, en face du labyrinthe, et bifurquait sur notre territoire pour passer en face du pavillon qu'on appelle, nous, le Caribou, pour ensuite revenir vers Saint-Raymond. Vous êtes ici depuis 1981, vous avez vu beaucoup de transformations, entre autres l'arrivée de la CEPAC. Racontez-nous ces petites transformations-là. Des grandes transformations, je vais vous dire. Oui, j'ai commencé en 81 pour le ministère des Ressources naturelles à l'époque. Puis en 97, j'ai été plus spécifiquement mis en charge de la station forestière du Chêné. Et en 99, le tout a été transféré à la CEPAC. Donc, la gestion de la station, c'est important de le dire, je le répète, la gestion, parce qu'on n'est pas propriétaire des lieux, mais on est bien gestionnaire des lieux, elle nous a été cédée. Et il faut le mentionner, qui dit CEPAC, ça amène beaucoup de transformations, tout ça. Vous avez développé un volet touristique. Mais je pense qu'on va commencer par parler du volet forestier, parce que vous êtes unique au Québec. Effectivement, je vais préciser. On va parler de la station forestière du Chêné. C'est quoi? La station forestière, c'est la seule et unique dans la province de Québec. C'est un territoire, c'est une forêt publique qui a, par décret, 3 priorités. Soit la forêt d'enseignement, une forêt d'éducation populaire et aussi une forêt d'expérimentation, donc la recherche forestière. Donc, en 99, quand ça a été cédé, on a greffé un autre volet qui est géré par la CEPAC avec les autres, c'est le développement villégiateur. Donc, la station, présentement, on est plus, pas plus, mais on développe le côté hôtelier de la chose. Et il faut le mentionner, ici, on est devant un des chalets que vous pouvez voir quand vous passez en ski de fond durant l'hiver. Les gens vont souvent voir le début. Vous parlez tantôt d'un principe d'entonnoir. Hein? Tout est au début quand on passe à côté de la route. Mais on a vu aussi sur le bord du chemin aussi tout le volet recherche. Vous avez beaucoup de choses que vous devez concilier. Là, puis vous avez un terme exact pour ça. C'est du multi-usage. Il y a multi-ressources, multi-usage. Donc, moi, je suis un peu le coordonnateur, on pourrait dire la police, mais on joue à l'idée, c'est coordonner le tout des différents intervenants et de s'ajuster aussi. Lorsqu'on fait des opérations forestières, on va ajuster nos opérations en fonction des partenaires ou des usagers qui sont déjà là. 2 autres trésors qu'on a dans le coin. Tout d'abord, Solifort qui s'est installé justement entre Saint-Léonard et Rivière-Pierre, dans le coin du secteur du Canqueno.
C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait eux autres aussi. C'est dans le fond, des développements, encore une fois, bien structurés par rapport à l'environnement. Et on essaie justement qu'il n'y ait pas trop d'impact. On reboise, on fait bien des choses. Et c'est vraiment très grand et très impressionnant ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de faire comme développement. Et touristiquement parlant et même économiquement parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui n'est pas trop connu, mais effectivement, il faut le savoir que c'est là. Il y a une grande pancarte sur le bord du chemin, mais c'est ça, c'est pas trop connu. Et l'autre, c'est la ZEC-de-la-Blanche. Ça aussi, on a eu une belle visite. Ça nous a donné aussi 2 émissions. C'est un coin tout simplement extraordinaire. C'est juste au-dessus de la ZEC Batiscan-Nelson. C'est plus reculé, mais c'est tout simplement magnifique. Il y a des points là qui sont vraiment... Et on n'a pas eu le temps de tout voir parce que cette ZEC-là est très grande aussi. Donc, on a visité pas mal le début, je pourrais vous dire. Et on a eu des guides extraordinaires. Alors, on vous présente ces 2 bouts-là, Solifort et ZEC-de-la-Blanche. Alors, Mme Dumais, bien, premièrement, on est dans un lieu enchanteur, en plein milieu de la seigneurie de Perty. On en reparle un petit peu tantôt. Mais j'aimerais vous nous parler de l'entreprise Solifort. Présentez-nous l'entreprise. Solifort, c'est une société qui est détenue par le Fonds de solidarité de la FTQ et aussi par M. Arial, qui est président de Solifort. Spécifiquement ici sur Solifort Pertuis, cette société-là est détenue aussi par Ciridion, à 20 de... Donc, vous êtes partenaire avec Ciridion dans le partenariat. Oui, effectivement. Ouais. Et vous avez acheté ça ici en 2009, c'est ça? Hein? C'est ça. En 2009, on a fait l'acquisition de maintenant rendu produits forestiers résolus. Okay. Puis pour ceux qui connaissent le territoire et qui sont venus ici il y a peut-être 15-20 ans, à l'époque, il y avait un seul chemin qui allait au Cankeno. Maintenant, vous avez commencé à développer, puis c'est pratiquement à partir de 2009. Là. Oui, dès 2009, on a ouvert le territoire considérablement, dans le but aussi de faire le projet de villégiature là, qui était très important là, dès l'acquisition de la société. Alors, pour ce qui est de Solifort, vous avez comme 2 secteurs. Vous avez un secteur d'exploitation forestière, on en parlait dans quelques instants, mais aussi vous avez le domaine de la villégiature. Parlez-nous un petit peu, là, vous êtes divisé en bourgs aussi. Oui, c'est ça. Dès l'acquisition, on a démontré l'intérêt pour faire un projet de villégiature qui est maintenant rendu en 4 bourgs de la seigneurie de Pertuis. Mais la mission première, ça reste la foresterie. Votre ZEC qui est magnifique, on en voit justement en arrière un petit aperçu parce qu'il y a quand même beaucoup de territoire.
Ah oui, c'est une ZEC assez extraordinaire, paysage fantastique, qualité de pêche merveilleuse. On est quand même très différent parce on est comme un cul-de-sac. On est une ZEC de séjour, fait que les gens viennent ici, séjournent, font une belle pêche, activités récréatives, moins développées qu'ailleurs peut-être, mais beau paysage sauvage. Puis, dans le fond, quand les gens viennent ici, il faut s'apercevoir qu'ils ne viennent pas pour une journée. C'est vraiment là, une semaine, on vient camper. Comment ça fonctionne? Ils peuvent-tu réserver? Comment ça marche? Bien, il faut penser que dans les ZEC, que ce soit la ZEC de la Rivière-Blanche ou une autre ZEC, ça prend une clientèle autonome. Parce qu'on n'est pas une structure de service. Il y a quand même un peu de service, mais c'est pas comme la CEPAC qui, vraiment, les gens sont accueillis en chalet locatif, équipement locatif au complet. Nous, c'est plus une clientèle autonome, donc les gens qui ont des chalets ou qui ont des équipements de camping, qui ont leur chaloupe, qui ont leur VTT ou autre chose comme ça, là. Fait que ça prend donc une clientèle particulière. On n'a pas une structure de service, étant donné qu'on est une ZEC. C'est comme ça que c'est conçu au Québec. OK. Et puis, Joël, tu me parlais tantôt de la grandeur du territoire. Jamais tu me donnes kilomètres, nombre de lacs, tout ça. Qu'est-ce que ça représente? Alors, on a à peu près 730 km² de territoire, puis au niveau des lacs, à peu près une centaine de lacs, dans le fond, exploitables pour la pêche, là, qui sont pêchés vraiment pour la peine. Okay. Tu me disais que la route principale, c'est à peu près 1 heure à partir du début du premier chalet, c'est ça? Oui, ça. À partir de l'accueil de la ZEC, il est à peu près au kilomètre 27. Puis ça va à peu près jusqu'au kilomètre 74, fait qu'on parle à peu près d'1 heure, grosso modo. Aller. Puis il y a certains secteurs de la ZEC qui ne sont pas exploités, qui n'ont pas de chemin pour se rendre encore. Puis, si tu me résumais rapidement, c'est quoi ton travail que tu fais là, ici à la ZEC? En gros, c'est dans le fond de gérer l'offre, la pêche, de suivre l'évolution des quotas de la pêche pour s'assurer qu'on respecte dans le fond la capacité de pêche sur les lacs. Aussi, il y a un certain entretien au niveau des chemins, tout ça, rendre accessible. L'entretien des campings, dans le fond, rendre accessible le plus possible le territoire pour tous, là. En gros, ça se résumerait à ça. Okay. Est-ce que tu as des bureaux ou tu voudrais juste te promener toujours sur le territoire? Dans le fond, nous autres, on a notre site principal où on a un petit bureau puis nos camps pour les employés qui sont situés au site près du lac Pauvre. Okay. Ça, c'est où par rapport ici? Par rapport ici, c'est au kilomètre 32 à peu près qu'il y a un petit chemin qui sera au lac Pauvre sur le chemin de la traverse qu'on appelle. Okay. Fait qu'on n'est pas très loin d'ici parce qu'ici, c'est vraiment un des premiers lacs là, qu'on rencontre. C'est le premier lac. Le lac Pauvre, c'est à peu près à 5 km d'ici. Okay. Ça se prend 5 minutes, on est rendu là. Notre visite de ces nombreux sites touristiques nous a aussi permis de faire le tour des écoles. Ça, bien sûr, et du Chêné qu'on a fait, bien sûr. Ça, on ne vous en parlera pas vu qu'on a parlé beaucoup du site comme tel. Mais on a aussi fait des belles découvertes, entre autres à l'Université Laval, la concentration de foresterie là-bas, avec le superbe bâtiment presque tout fait en bois. Vous allez voir justement des images à l'écran qu'on ne vous a peut-être pas présentées, mais c'est de toute beauté ce qu'ils ont fait là-bas, l'intégration du bois avec le bâtiment. C'est vraiment extraordinaire. Par la suite, on a aussi été faire un petit tour au Cégep de Sainte-Foy. Ça, c'est aussi une belle visite. On a vraiment eu du fun. Cégep de Sainte-Foy, qui sont à la page au niveau technologique aussi. Et aussi, on va vous présenter Fierbourg, l'école de Fierbourg, qui a une branche, sans faire le jeu de mots, avec élagage et horticulture. Donc, vous allez voir, les installations sont vraiment impressionnantes. Donc, c'est notre petit volet école. On en a fait beaucoup d'autres, hein, mais on a sélectionné ces 3-là pour ce segment-là.
j'aimerais qu'on parle du pavillon comme tel, le pavillon de Kruger. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a été fait il y a quinzaine d'années, dizaine d'années. Parle-nous un peu du pavillon. Oui, bien en fait, c'est le pavillon d'enseignement majoritairement en génie du bois, puis également un pavillon où on fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Donc, c'est construit tout en structure de bois pour montrer ce qu'on est capable de faire au Québec avec l'innovation des produits qui a été construit en 2005, qui a gagné le prix de l'Ordre des architectes. Les ingénieurs forestiers qui ont participé ont gagné le prix de l'ingénieur forestier de l'année. Donc, c'est vraiment une belle structure qui consomme 30 moins d'énergie que les autres pavillons sur le campus. OK. Quand tu parles de consomme moins, c'est pourquoi? C'est au niveau du soleil? C'est au niveau du... C'est quoi? Oui, bien en fait, toutes les fenêtres sont optimisées pour favoriser l'entrée de lumière, donc orientées en fonction du soleil. Il y a également sur le côté de Robert Bourassa, il y a des murs noirs qui vont réchauffer l'air avant de rentrer dans le système de climatisation. OK. Puis, bien, il y a beaucoup de poutres de bois. On peut le voir au travers de la structure. C'est intéressant, c'est aussi de voir les grosses poutres, aussi comme dans le bon vieux temps. Ben oui, ça, c'est une belle innovation du Québec. C'est les poutres conçues par Chantier Chibougamau en tête d'épinette noire qui optimisent vraiment l'utilisation de l'arbre, qui utilisent la tête, évite le gaspillage d'une partie de l'arbre où on faisait moins de valeur ajoutée avec. Mais maintenant, on peut faire des immenses structures de bois avec ce beau produit. Monsieur Prudhomme, au début de la série de La forêt de notre richesse qu'on a faite au niveau de la télé, on vous a rencontré à Duchesnay. On avait fait une belle entrevue, puis vous nous aviez dit venez faire un tour. Ça a pris un petit peu de temps, mais on est ici au cégep. Mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'emplacement, parce que ce n'est pas nécessairement directement au cégep principal. Vous êtes vraiment une bâtisse à côté. Bon, on fait partie intégrante du cégep de Sainte-Foy, du campus, si on veut, du cégep de Sainte-Foy. Mais bien sûr, c'est l'ELF, c'est le hasard, l'aile de foresterie. Mais plusieurs programmes se retrouvent dans cette bâtisse-là et on est un petit peu à l'écart, si on veut, du centre nerveux, si on veut, du cégep où se retrouvent tous les principaux services. Donc, quand on regarde à partir du chemin Sainte-Foy, c'est vraiment la première bâtisse qu'on voit à gauche. C'est la bâtisse la plus près, bien sûr, qui fait le coin de l'autoroute Robert Bourassa et du chemin Sainte-Foy. Et tantôt, vous me parliez de quelque chose de très intéressant. C'est pas juste l'emplacement du bâtiment, mais c'est aussi l'emplacement du cégep de Sainte-Foy par rapport aux écosystèmes. Parce que vous faites beaucoup de visites en forêt. Et puis, vous avez un bel avantage parce que vous êtes dans le milieu de tout, dans le fond. Là. Effectivement, il y a 6 cégeps au Québec qui donnent le cours de technologie forestière. Et on peut se compter chanceux à Sainte-Foy. Par la proximité, ça a l'air drôle des fois de penser, on est en ville, on étudie la foresterie, plusieurs sont surpris. Mais faut se rendre compte qu'à 1 heure de Québec, quand on regarde autour du cégep, on est capable de visiter presque tous les écosystèmes forestiers qu'on retrouve au Québec. Alors, on passe de la toundra alpine dans les parcs des Grands Jardins, aller jusqu'à nos érablières riches dans la Beauce. Donc, ça permet à l'étudiant d'avoir une vision globale et de pouvoir étudier ces différents écosystèmes-là. Vous avez combien de sites, justement, que vous pouvez visiter durant l'année? Ah mon Dieu, je vous dirais que si je vous le donne en transport, je vous dirais qu'annuellement, on a plus de 150 autobus, donc 150 transports. Bien sûr que la majorité, 75 % de nos transports se font l'automne. Donc, c'est des grosses sessions qui demandent beaucoup aux professeurs parce qu'il y a beaucoup de laboratoires terrain. Mais on continue à l'hiver aussi à avoir de ces sorties-là, un petit peu moins. Parlez-nous justement de la technique. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de cours? Ou c'est vraiment un programme 3 ans puis les gens embarquent dans ce même programme-là? Alors, le cours de technologie forestière, c'est un programme collégial, bien sûr. C'est un programme de 3 ans. C'est 6 sessions. C'est 39 cours, à part les cours de formation générale. Alors, bien sûr, c'est une formation complète qui comprend, bien sûr, tous les cours de ce qu'on va dire français, philo, la formation générale, français, philo, anglais, éducation physique. Et en plus de ça, vient se greffer tous les cours du programme. Alors, cette formation de 3 ans-là, ben, ça amène l'étudiant à avoir le titre de technologue forestier. C'est un programme qui va très bien, qui offre la possibilité d'avoir le deck-back. Cette semaine, on est en ville, on est à Charlesbourg, devant l'école Fierbourg. Alors, on va vous parler d'un programme bien intéressant en arboriculture où on peut grimper dans les arbres, entre autres. Et aussi, on peut bien sûr intervenir avec la forêt, tout ça. Donc, un programme fort intéressant. On va aller rencontrer aussi des gens qui sont, dans le fond, la personne aux communications, un professeur et un étudiant. Alors, on va aller visiter l'école de Fierbourg.
Bonjour, Ronald Boudreau, enseignant en formation professionnelle à Fierbourg. Alors, Ronald, on vient de visiter, là, vous allez voir les images pendant qu'on vous parle, mais nous autres, on vient de visiter, c'est vraiment impressionnant, les installations. Mais tout d'abord, peut-être résume-nous un petit peu c'est quoi le programme. Bon, le programme d'arboriculture et lagage, c'est un programme de 915 heures, premièrement, qui comprend 21 modules. C'est élagage, arboriculture et lagage. Donc, arboriculture, ça va être vraiment ce qui est le soin de l'arbre en tant que tel. Puis la partie élagage, ça va être vraiment ce qu'on fait, les travaux d'arbres dans les arbres. Donc, la grimpe, l'abattage, l'aubanage, l'entretien d'arbres adultes. Puis, arboriculture, c'est vraiment le soin des arbres, caractérisation, fertilisation, pesticides, tout ce qui est arbre. Là, ça, c'est un programme qu'on peut faire en 1 an, c'est ça? C'est un programme qui se fait en 8 mois, en fait. Il y a 3 départs de groupe par année. Il y a un départ de groupe en fin août, en septembre, puis en janvier. Donc là, on a vu, vous allez voir des images à l'écran, on a vu vraiment votre groupe qui est présentement, ça fait peut-être 1 mois et demi qu'il est là. Donc là, les autres qui ont fait du terrain pas mal avant l'hiver. Oui, là, on a commencé, là, les cours théoriques ont commencé un petit peu. Puis là, on est rendu en milieu pratique pour partir à l'hiver qu'on va faire vraiment les gros travaux, les gros modules là, de travail dans les arbres.